Alors, avant de te laisser la parole, Isabelle, je vous annonce qu'on a environ 35, 40, peut-être 45 minutes avec Isabelle là, dans une formule où elle présente là, le cœur de son travail, en quelque sorte. Ce qu'on aurait à retenir une fois qu'on aurait tout oublié. C'est un peu le but de la rencontre aussi. Donc, aller à l'essentiel, aux éléments essentiels à avoir en tête lorsqu'on parle d'évaluation. Puis ensuite, il y aura une période de questions d'une quinzaine, vingtaine de minutes. Donc, vous pouvez réserver vos interventions à ce moment-là. Sinon, en cours d'intervention, là, en cours de présentation d'Isabelle, si des fois vous sentez le besoin là, immédiat d'intervenir, peut-être lever la main et Guillaume vous donnera la parole à ce moment-là. Merci Martin. Je vais d'abord te remercier, toi et Guillaume, pour cette belle invitation. Je trouve que l'idée de faire ça en formule enregistrée, c'est parfait parce que j'ai plusieurs collègues qui auraient voulu être là, qui ne peuvent pas être là. Donc, ça multiplie les possibilités de s'informer et de se former. Je veux accueillir aussi les personnes qui viennent de l'enseignement secondaire ou primaire, hein, des enseignants des milieux scolaires. Vous verrez que là, je ne pensais pas présenter a priori pour vous, mais vous allez vous retrouver parce que, évidemment, j'axerai un petit peu les choses sur l'enseignement universitaire, mais vous allez voir qu'il y a un continuum intéressant dans les questions que je vais aborder avec vous. Alors, le titre, évaluer l'évaluation, je pense que Martin l'a bien dit. On doit regarder l'évaluation de façon tout à fait simple, comme étant le fait de donner de la valeur à quelque chose. C'est De Vecchi qui nous a resensibilisés à cette dimension, parce que ça a toujours été ça. Mais quand on questionne la valeur de l'évaluation, donc quand on pose un petit pas de côté, on se rend compte qu'elle a en soi, comme phénomène pédagogique ou comme phénomène professionnel, plusieurs valeurs, plusieurs couches de valeurs, dirais-je. Il y a d'abord une valeur sociale. Donc l'évaluation, c'est un phénomène historiquement situé dans le temps, qui nous vient dans la perspective qu'on connaît actuellement essentiellement des jésuites. Donc, il faut savoir que c'est quelque chose qui a quelques siècles, mais qui est né dans une perspective bien particulière. C'est aussi quelque chose qui a une valeur culturelle, voire économique, parce que si on pense au diplôme que l'on offre à nos étudiants, c'est une garantie d'une part qu'on a investi comme système éducatif dans des personnes qui vont nous retourner quelque chose à la société. Donc, il y a une valeur économique, il y a aussi une valeur culturelle, parce que l'évaluation n'a pas la même sens, la même portée dans les différentes cultures. Ici, je vais rester dans la culture globalement occidentale. Enfin, l'évaluation a évidemment une valeur pédagogique, c'est ce qui nous intéresse de façon centrale, mais je dois vous dire tout de suite que le poids des deux autres valeurs qui la précèdent, cette valeur pédagogique, va être énorme et on le sait bien dans nos pratiques, ça a un poids très important. Et enfin, la dernière valeur, c'est la valeur psychologique, qui à mon avis est une des valeurs qui est en train d'émerger actuellement très très fort dans les questionnements contemporains dont je vais vous parler plus tard. Donc voilà, c'est un petit peu ça le programme avec des développements divers. Je voulais m'inspirer aussi pour guider un petit peu ma présentation d'une vision que j'aime bien, c'est la vision des écosystèmes présentés par Bronfenbrenner il y a longtemps, hein, il y a plusieurs dizaines d'années, mais qui nous permet de regarder un phénomène à travers plusieurs angles. L'angle du chronosystème, donc l'angle du temps, l'angle macro, méso, micro, onto, donc au niveau de l'être, de la personne, et aussi au niveau exo, au niveau des différentes influences. Donc, je vais regarder l'évaluation comme un système complexe qui nous touche, mais qui englobe aussi des niveaux sur lesquels nous avons relativement peu de contrôle. Alors, on va commencer par le chronosystème de l'évaluation. Donc, la petite madame, elle court, elle court, elle court. Pourquoi? Parce que finalement, je pense que c'est la meilleure manière de représenter l'évaluation telle qu'on la conçoit généralement. L'évaluation se fait dans un espace-temps uniforme. Même lieu, même moment. Et ces deux conditions-là sont très, très importantes pour déterminer la validité et la fiabilité de l'évaluation. Et donc, cette dimension chronosystémique de l'évaluation, c'est une contrainte énorme pour nous. Quand on réfléchit, tous nos étudiants sont évalués au même moment, dans les mêmes lieux. Et d'ailleurs, le fait que la pandémie ait fait éclater cet espace-temps a posé énormément de problèmes au niveau de la validité et de la fiabilité de l'évaluation qui est étroitement
dépendante de cette unité de l'espace-temps. Si on s'en va dans un niveau un petit peu plus proche de nous, mais quand même éloigné, on va questionner toute la dimension macro, le macrosystème de l'évaluation. Et là, je dirais qu'on en a lourd sur les épaules. Tout d'abord, on est dans une société qui a ce qu'on pourrait appeler une tendance quantophrénique. Alors, vous n'avez peut-être jamais entendu ce mot-là. C'est un mot très intéressant que Joëlle Morissette a utilisé dans un texte qu'elle a écrit en 2021. Et la quantophrénie, c'est finalement une maladie qui consiste à vouloir transformer en chiffres ou en formules mathématiques toute réalité psychologique ou sociale. D'accord? Alors, c'est sûr qu'il y a des domaines dans lesquels c'est essentiel, mais en pédagogie, on peut se poser la question. Donc, on est dans un monde quantophrénique et c'est une tendance qui amène aussi des impératifs de normativité, donc de classement des élèves, de sélection des élèves, parce que l'évaluation a une fonction sociale très importante. Alors, on peut se dire, entre guillemets, au Québec, non, 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 on n'est pas du tout dans cette perspective-là de sélection, mais c'est absolument faux. Quand on regarde au niveau des cotes R ou des résultats universitaires, on est dans un système de compétition, on est dans un système de reddition de comptes où on doit démontrer qu'on a pu diplômer un certain nombre d'étudiants, qu'on a pu certifier un certain nombre d'élèves, et les statistiques sont là pour nous rappeler les performances du système scolaire ou du système universitaire. Et au Québec, heureusement qu'on a les résultats de PISA, donc les grandes enquêtes internationales qui démontrent que les élèves québécois se situent bien. Mais dès que ça ne va plus, il y a une pression sur le système scolaire pour augmenter la performance et pour transformer le système éducatif pour qu'il puisse avoir, entre guillemets, un meilleur rendement. Évidemment, je dis ça de façon un petit peu catégorique parce que on ne doit jamais oublier que on est aussi toujours dans une perspective, encore au Québec, en tout cas, de démocratisation de la formation et donc de favoriser l'accès aux personnes apprenantes. Mais le prix à payer est aussi quand même toujours de rendre des comptes et de rester dans cette dimension quantophrénique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au Québec, on est dans une société qui est quand même considérée comme étant relativement innovante. Donc, on remet en question des pratiques, on remet en question les systèmes, mais je crois qu'on est quand même arrivé à une certaine limite à ce niveau-là. Donc, je vous en parlerai aussi, on verra ça plus en détail. Alors, regardons un petit peu dans le monde de l'exosystème. Donc là, l'exosystème, c'est l'ensemble des facteurs ou des contraintes qui vont animer nos pratiques. Donc, les pratiques évaluatives, alors là, je pensais plutôt aux chargés de cours et aux professeurs, mais si vous êtes au secondaire ou au primaire, vous êtes aussi au centre d'un système qui va vous influencer dans le sens que vous vivez certaines conditions de travail, vous avez un certain nombre d'heures à prester, vous avez, par exemple, on sait qu'au secondaire et au primaire, l'évaluation va prendre jusqu'à 40 à 50% du temps de travail de l'enseignant, donc c'est énorme. Nous avons des contraintes ministérielles ou des prescriptions ministérielles, nous avons des missions de l'université ou de l'école à satisfaire, et aussi dans nos propres milieux professionnels, nous avons des règlements, des règles, nous avons aussi des cultures évaluatives particulières. Donc quand on parle de culture évaluative, c'est vraiment l'ensemble des valeurs, des croyances, des pratiques qui sont soutenues, défendues, qui sont habituelles dans nos milieux, et c'est souvent institutionnel ou professionnel, et ça a aussi énormément de poids sur les pratiques évaluatives des individus. Donc, on doit vraiment tenir compte de ces différents facteurs-là pour comprendre ce que c'est l'évaluation. Et enfin, on va arriver au niveau de la personne évaluatrice qui, elle, est confrontée à des environnements. Là, j'ai mis un amphithéâtre avec des centaines de places. C'est un exemple. Je peux être avec 100 étudiants ou je peux être aussi avec un petit groupe d'étudiants à la maîtrise ou au doctorat où je fais un vrai tutorat individualisé. Donc, on ne doit pas caricaturer nos situations de microsystèmes puisque les microsystèmes sont très diversifiés. Il y a aussi le mésosystème qui est l'ensemble des interactions que les microsystèmes entretiennent entre eux. Par exemple, si je suis dans un département ou dans un milieu scolaire, je dois interagir avec le microsystème
de mon école, de ma classe, de mes élèves, des parents, de ma direction, du ministère, etc. Donc, ce sont des interactions complexes dans lesquelles je dois me situer et m'acculturer en quelque sorte. Donc, je dois comprendre la culture du milieu dans lequel j'arrive. Et ça, c'est tout un défi. Et il y a ce qu'on appelle l'ontosystème. Alors, oubliez le mot ontos, ça vient du mot être. Donc, c'est qui suis-je comme personne évaluatrice, comme être évaluateur. Et là, je vais juste donner quelques indices, mais quelle est ma culture évaluatrice ou évaluative personnelle, qui est souvent liée à mon parcours de personne évaluée. Donc, la façon dont j'ai été évaluée dans mon passé d'élève, d'étudiant, de professionnel va influencer aussi mes pratiques et mes croyances. J'ai des habitudes. Pernou parlait d'habitus. Donc, j'ai développé des habitudes en évaluation. J'évite certaines choses, je favorise plutôt certaines autres. Et parfois, c'est très difficile de quitter ces habitudes-là. Et aussi, il faut bien prendre conscience du fait que mes compétences peuvent être très diversifiées puisque je peux avoir été formée en évaluation ou je peux ne pas du tout avoir été formée en évaluation. Donc là, c'est sûr que je parle à un environnement où on est tous en éducation a priori, mais si vous allez questionner des personnes qui sont dans d'autres disciplines ou dans d'autres mondes, leur culture évaluatrice va être tout à fait différente, culture évaluative. Voilà. Donc, cette diversité fait partie du portrait, je dirais, et j'aimerais ajouter, alors, à cette analyse un petit peu du macro vers le micro, deux tendances ou deux tensions qui sont vraiment fréquentes en évaluation et qui, moi j'ai mis 40 ans de tension parce que vous verrez pourquoi au niveau historique c'est apparu, mais en fait on est tous pris entre deux logiques d'évaluation. Et ça crée chez certains beaucoup de dilemmes et parfois même une forme de torture ou de souffrance. C'est qu'à cause de la dimension pantophénique dans laquelle nous intervenons, nous sommes tendus, je dirais, vers une manière de voir l'évaluation comme un contrôle. Donc, nous sommes pris dans une logique de contrôle. La logique de contrôle, c'est la logique de la mesure, c'est une logique mécanique qui va nous amener à additionner des chiffres, accumuler des points pour produire un résultat. On va valoriser surtout les productions des élèves ou des étudiants parce que c'est ce qui est le plus facile à mesurer et à contrôler. Mais de l'autre côté, il y a tout ce qu'on appelle la logique du reste. Et c'est Vial qui a introduit ce mot-là, j'adore ça, parce que ça veut dire que oui, le contrôle, il existe, mais tout ce qui est en dehors du contrôle, on appelle ça le reste, qu'est-ce que ça fait? Comment on génère ça? Et c'est une question qui taraude les évaluateurs parce que, inévitablement, je suis confrontée à cette dimension du reste, de tout ce qui n'est pas mesurable, de tout ce qui n'est pas quantifiable, de tout ce qui se passe dans ma classe ou avec mes étudiants, qui est passionnant du point de vue de l'apprentissage ou de son contraire, et dont je ne peux pas rendre compte dans des notes ou dans une cote, dans un bulletin ou dans un relevé de notes. Donc, l'évaluation, le fait de donner de la valeur, reste perpétuellement en tension entre une dynamique ou une logique de contrôle et la logique du reste, de tout ce qui échappe à ce contrôle. Donc, c'est bien normal qu'on se sente tous relativement mal à l'aise, qu'on ait de la misère à faire l'évaluation telle qu'on nous la demande, telle qu'on nous la prescrit, parce qu'on n'oublie pas que le système, au niveau du chronosystème et du macrosystème, ne peuvent absolument rien faire avec ce qui touche au reste. D'accord? Pour eux, ce sont des données qui ne sont pas utilisables. Par contre, pour nous, comme pédagogues, j'irais même jusqu'à dire que comprendre le reste, donc tout ce qui se passe dans l'évaluation mais qui n'est pas mesurable, c'est essentiel pour donner du sens aux résultats et aux notes. Mais on verra que dans certains cas, on n'est même pas toujours capable de le faire concrètement. Donc ça, c'était un petit peu une mise en bouche. Et je vais beaucoup référer aussi au document du Conseil supérieur de l'éducation que plusieurs d'entre vous ont sans doute lu, qui s'appelle « Évaluer pour que ça compte vraiment ». Je vais lire avec vous cet extrait, donc, parce que là, on entre, nous, comme acteurs de l'éducation, comme chercheurs en sciences de l'éducation, et je vous dirais que beaucoup de chercheurs sont à des années-lumière en avant de ce qui se passe dans le monde réel. Et
c'est un petit peu ma mission aussi aujourd'hui, c'est d'ouvrir des portes et de dire libérez-vous de cette vision quantophénique parce que elle est sans fin et on n'en sortira jamais. Les systèmes auront toujours besoin de cette vision-là, mais nous, comme individus, nous devons rendre nos pratiques intelligibles pour nous, mais aussi pour nos collègues, pour nos élèves. Et l'intelligibilité, elle ne peut pas se faire uniquement dans une perspective de chiffres et de nombres. Donc, en sciences de l'éducation, on a développé une façon d'envisager l'évaluation des apprentissages à travers des changements, des innovations. Et au départ, circonscrite à la mesure et au classement, on considère que l'évaluation devrait dorénavant non seulement témoigner des acquis, mais aussi contribuer de façon concrète à l'apprentissage. Et on souhaiterait donc que l'évaluation ne soit plus perçue uniquement comme un verdict de la personne qui enseigne, mais comme un exercice de réflexion auquel la personne évaluée participe. Et je vous dirais que c'est un des plus grands changements que l'on observe dans le monde de l'évaluation, mais on se rend compte, et c'est très documenté au niveau de la recherche, mais on se rend compte que très peu de formateurs, enseignants, professeurs osent se risquer dans cette aventure-là. Je vais vous montrer un petit peu au niveau de la recherche ce qui s'est passé, donc, parce que le concept d'évaluation formative a été vraiment le concept probablement le plus novateur des 50 dernières années et aussi celui qui a le plus peiné à s'implanter. Et j'irais même jusqu'à dire qu'il a tellement peiné que maintenant, l'évaluation formative est considérée par certains comme étant déjà dépassée et on doit la considérer elle aussi comme étant un petit peu obsolète et devant être révisée. Mais je vais quand même vous faire un rapide historique. Donc, cette évaluation formative, elle est apparue dans les années 60, vraiment 67 avec les écrits de Scriven. C'était des Américains qui se préoccupaient d'améliorer les programmes. Donc, on s'est dit, on va faire une évaluation qui ne fait pas un verdict sur un produit, mais qui est plus ouverte, qui permet d'évaluer des étapes intermédiaires d'un produit. On a implanté ce concept-là en 1976 dans des écrits aussi avec Bloom, etc., dans l'évaluation des apprentissages. Donc, c'était déjà un premier progrès. Et puis, en 86, subitement, le monde francophone s'est emparé de ce concept, notamment avec les Suisses, parce qu'on a commencé à élaborer des théories autour de l'évaluation formative, notamment parce qu'on considérait qu'elle était l'antidote essentiel contre l'échec scolaire. On se rappelle que l'échec scolaire était considéré en ce temps-là encore comme étant très fort corrélé à une situation socio-économique défavorisée. Alors, ça a fait du chemin et dans les années 90-2000, on a beaucoup insisté aussi dans les recherches sur la fonction régulatrice de l'apprentissage. Donc, dans l'apprentissage, c'est-à-dire chez les anglophones, on est resté au concept de rétroaction. Je donne une rétroaction. Mais chez les francophones, on a développé le concept de régulation qui est très intéressant parce que ça fait référence à ce qui va se faire après la rétroaction. Qu'est-ce qu'on fait d'une rétroaction? Quelles sont les meilleures rétroactions? Quelles sont les manières de réguler l'apprentissage, l'enseignement? Et ça a donné lieu alors à des prescriptions ministérielles. C'est pour ça qu'en 2003, dans notre politique de l'évaluation des apprentissages au Québec, on a instauré l'évaluation en aide à l'apprentissage comme étant une prescription, une chose à faire. Et dans les années 2000-2020, il y a un groupe, à la fin des années 90, il y a un groupe, c'est l'Assessment Group de Londres, donc c'est un groupe d'anglais, de profs d'anglais, qui a décidé de prendre cette question-là et de produire des données probantes sur l'évaluation formative, et ça a été éblouissant. En fait, on s'est rendu compte que l'évaluation formative était la pratique la plus efficace pour amener les élèves à la réussite. D'accord? C'est pour ça que j'ai mis un petit cœur à côté de Dylan Williams, parce que c'est un gars qui a fait énormément de travail pour promouvoir. Il a créé son site web, ils ont créé des groupes de recherche, des groupes de développement, et je vous dirais qu'on fait un peu pitié au Québec par rapport à ça, parce qu'on a carrément 20 ans de retard, et même par rapport aux autres provinces canadiennes, où on a 10-15 ans de retard. Le ministère ne propose aucun guide, aucune piste concrète dans ces documents pour accompagner l'évaluation en aide à l'apprentissage, et c'est vraiment une très grosse lacune. Ceci étant dit, on n'est quand même pas trop loin dans nos acquis. Il y a des choses qui sont acquises au fil du temps, qui ont été acquises au fil du temps.
Donc, d'une part, je pense que chacun d'entre nous sait ce qu'est l'évaluation en aide à l'apprentissage. On l'applique presque systématiquement dans nos pratiques évaluatives. On a compris quelle est sa plus-value pédagogique, donc c'est vraiment important pour l'élève. Et pour ceux qui croient à la réussite, on sait que c'est un levier essentiel. La question qui reste à se poser, c'est encore de savoir si on fait vraiment de l'évaluation pour l'apprentissage, hein, donc dans quelle mesure les élèves comprennent vraiment que si on fait de l'évaluation formative avec eux, c'est pour aider aux apprentissages et non pas simplement pour préparer à l'évaluation. Ça, on en parlera plus tard. Je dirais qu'à l'université, je vois des choses positives parce qu'on travaille de plus en plus à proposer aux étudiants à donner des versions provisoires de travail ou de travaux pour pouvoir les aider à les améliorer. Donc la régulation, elle a vraiment une fonction très concrète. Je vois aussi qu'on travaille de plus en plus avec ce qu'on appelle l'évaluation critériée, ce qui est une bonne chose, on verra pourquoi plus tard. Et même dans certains cours, pour les stages, on commence à développer une vision de l'évaluation, non plus en termes de pourcentage avec une cote, A plus, A moins A, etc., avec des équivalences en pourcentage, mais on parle de plus en plus de donner une certification basée sur l'échec et la réussite. Un autre gain me semble être aussi celui d'avoir développé l'évaluation authentique, qui est donc évidemment tout à fait essentielle quand on veut préparer des étudiants à développer des compétences professionnelles. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Alors, je vous l'ai un petit peu dit, mais dans les années 2010-2020, la tension entre l'évaluation sommative et l'évaluation formative, je l'ai représentée par une corde qui est sur le point de, passez-moi l'expression, péter, parce que on a commencé à se rendre compte, et là le rapport du Conseil supérieur de l'éducation a fait une magnifique analyse à tous les ordres d'enseignement. On commence à se rendre compte que la vision quantophrénique de l'évaluation, au lieu de produire une forme d'émulation, comme c'était le cas dans les années 70, 80, 90, mais maintenant qu'on est à scolariser et à former universitairement une beaucoup plus grande diversité d'étudiants, il y a une situation vraiment périlleuse et cette tension est à son comble. C'est-à-dire que la réalité quantophrénique crée des effets pervers qui font en sorte qu'on se retrouve avec des élèves et des étudiants qui ne peuvent plus rentrer dans cette dimension quantophrénique et qui nous en montrent les limites. Alors, je vais développer un petit peu là-dessus. Donc, l'évolution de la clientèle étudiante, là, j'ai repris des éléments qui sont extraits du Conseil supérieur de l'éducation. Donc, le mot clientèle, on sait que ce n'est pas très positif, mais il est quand même utilisé ici. Donc, l'évolution de la clientèle étudiante a créé une tension supplémentaire entre les deux fonctions de l'évaluation à cause de la nécessité sociale de la différenciation. Donc, on est vraiment obligé actuellement, et les personnes qui sont dans le milieu scolaire le savent beaucoup mieux que nous, on est dans l'obligation vraiment de différencier l'évaluation, c'est-à-dire de différencier les modes d'évaluation, de différencier peut-être la pondération pour certains apprentissages, voire même, dans les cas extrêmes, exceptionnels, de différencier les critères d'évaluation pour certains types d'élèves. Je ne parle pas d'étudiants parce que pour les étudiants, on n'est pas encore rendu là dans le monde universitaire. Et donc, on peut se poser la question de savoir dans quelle mesure cette tendance quantophrénique, qui est extrêmement lourde, est compatible avec une perspective inclusive et différenciante de l'évaluation. Alors, c'est possible, mais au prix d'énormes sacrifices et d'énormes difficultés. Je vous dirais que la question, elle s'ouvre. En fait, on voit maintenant que tout ce qui était lié à l'uniformisation du temps et de l'espace, tout ce qui est lié à la standardisation, qui sont essentiellement commandés par des raisons quantophréniques, c'est quelque chose qui n'est plus tenable. Alors, je vous donne simplement un petit adage. Il faut rendre mesurable ce qui est réellement important, plutôt que de rendre important ce qui est facilement mesurable. Et je crois qu'on est vraiment à ce point de balance, à se questionner, est-ce que j'évalue seulement ce qui est mesurable et c'est ça qui est important pour la société, ou l'inverse, est-ce que je regarde ce qui est important dans l'apprentissage et puis je tente de le mesurer. Et on verra que la mesure ne peut pas se faire uniquement
parce que la mesure et la reconnaissance ne peuvent pas se faire uniquement sous forme chiffrée. Alors, en enseignement supérieur, le discours reste très ambivalent, mais vous verrez en enseignement secondaire et primaire, c'est exactement la même chose. Je prends l'exemple du supérieur en disant que chez nous, on a des approches programmes dans lesquelles on développe des compétences, d'accord? C'est la même chose au primaire et au secondaire, mais en même temps, dans nos plans de cours, on retrouve des objectifs, et ce qui est antinomique à l'idée de compétence, puisqu'un objectif, c'est quelque chose qui a été créé pour qu'on puisse découper l'enseignement et découper l'apprentissage et certifier ces portions d'apprentissage. Donc, l'approche par objectif est vraiment liée à une approche de la mesure. L'évaluation, alors vous avez 2 « et » pour le prix d'un. Je suis désolée, ça va rester dans la vidéo, Martin. L'évaluation est encore toujours basée sur la note, sur un cumul de points, sur l'idée d'un seuil de passage. Et ce qui est en cause là-dedans, c'est que la valeur du diplôme, elle est essentiellement liée à la valeur qu'on attribue aux chiffres. Donc, si les chiffres sont bons, et les chiffres, en fait, sont tenus quasiment pour la seule chose qui peut être considérée comme vraie, absolument vraie. D'accord? Alors, c'est tout à fait faux. Si vous lisez les livres de Pierre Merle qui vous montrent comment la note est fabriquée, vous allez avoir très peur et vous ne voudrez plus du tout évaluer en termes de chiffres. Donc, on sait très bien que c'est une zone aussi très secrète, puisque généralement personne n'explique comment il produit les résultats chiffrés. Vous voyez que c'est évidemment une chose qui va devoir bouger. Alors, l'évaluation formative dans ce contexte-là, oui, elle est importante, elle est valorisée, on en parle et elle est tolérée parce qu'elle n'est pas très fortement pondérée. Pour certains, ça ressemble plutôt à une micro-évaluation sommative. On considère que oui, ça peut être une bonne carotte pour les étudiants et pourquoi pas leur permettre de faire un coup d'essai pour se préparer à l'examen. Là, je suis très cruelle, mais je dirais que c'est le seuil minimal de tolérance qu'on a de l'évaluation formative dans un système qui est encore extrêmement conditionné. Alors, simplement une petite phrase qui nous dit que, extraite du Conseil supérieur de l'éducation, qui nous dit que oui, forcément, dans notre milieu, il y a un certain nombre de contraintes qui nous empêchent de pratiquer une évaluation en soutien à l'apprentissage et aussi qui nous empêchent d'évaluer des tâches complexes et des compétences de haut niveau parce que les conditions n'y sont pas. Et je ferai un petit bilan au niveau de l'université. Mais vous allez retrouver ça peut-être aussi au niveau primaire et secondaire. Pardon, j'ai fait une erreur de manipulation. Je reviens tout de suite. Voilà, donc c'est l'idée que dans notre contexte, nous sommes très contraints par des contingences de temps. Les sessions sont courtes, les échéances de correction sont serrées, nous avons des grands groupes, nous avons quand même notre liberté académique qui nous aide. Nous avons une approche en silo, c'est-à-dire que nous évaluons cours par cours. Très peu d'entre nous sont formés en pédagogie et encore moins en évaluation. Nous avons des disciplines et des ordres professionnels qui imposent ou qui ont une culture évaluative très particulière. Nous pratiquons beaucoup les évaluations standardisées, surtout en grands groupes. Nous avons besoin de contrôler le plagiat. Et nous avons une conception très étroite de la validité de l'évaluation. Pour nous, une évaluation valide, c'est une évaluation qui se passe dans des conditions standardisées basées sur l'égalité entre les élèves. Alors qu'en fait, on va voir la crise dont je vous ai parlé, la tension, elle ramène toute la question de l'équité entre les élèves et c'est donc essentiellement quelque chose qui devient difficile à rendre compatible ou à harmoniser avec l'idée de la sélection et de la performance qui sont quand même encore liées, aux missions implicites de certains systèmes éducatifs. Alors, je ne peux pas ne pas nommer l'anxiété de performance parce que ça, c'est un petit peu l'autre face de la médaille. Donc, j'ai beaucoup parlé de ce qui nous contraint, nous, comme formateurs. Du côté des élèves, je vous l'ai dit, on a vu une modification radicale à ce niveau-là, une augmentation de plusieurs centaines de pourcents dans beaucoup de cas, et on cherche des antidotes. Alors, le premier antidote, je crois, c'est bien sûr de retourner vers une évaluation critériée, c'est-à-dire de quitter le modèle de l'évaluation normative avec la courbe de Gauss. Donc, ça veut dire pourquoi est-ce que j'aurais normalement ou nécessairement très peu d'élèves ou d'étudiants qui sont excellents
très peu qui sont vraiment très mauvais, mais beaucoup qui sont pas pires. C'est une croyance, on appelle ça l'effet Posthumus, c'est un biais d'évaluation. Donc, nous évaluons nos élèves et nos étudiants avec cette croyance en arrière-fond, mais quand je suis dans une approche critériée, je ne compare pas les élèves entre eux, je les compare à des attentes qui sont communes. Et donc, je lirai cette attente à l'attente 4, à l'antidote 4, qui est de nourrissons des attentes élevées pour tous les élèves et tous les étudiants, et regardons comment ils se situent par rapport à ces attentes. Et pour certains élèves, si ces attentes sont inatteignables, revoyons nos manières d'évaluer. Diminuer le nombre d'examens, c'est un deuxième antidote dans notre cas. Je prends l'exemple de notre programme où on a décidé de regarder, et on est un petit peu archaïque parce que ça se fait dans d'autres programmes bien avant nous. Regardons un petit peu comment sont ventilées les évaluations du regard de l'étudiant, du point de vue de l'étudiant sur une session. On a eu des chocs. On a vu que pour certains étudiants, ils avaient 29 évaluations en 4 mois et que, comme par hasard, la plupart de ces évaluations se concentraient sur la fin de la session. Puis on vient se demander pourquoi il y a une angoisse de performance, pourquoi il y a une perception de surcharge. Elle est réelle. Et donc, l'anxiété de performance, elle a évidemment des effets variables en fonction du fait que je suis un bon étudiant ou un bon élève. Cette anxiété de performance, elle est très perverse parce qu'elle amène l'élève aussi à rester dans une dimension quantophrénique de sa performance. Je ne suis bon que si je suis qualifié par un chiffre. Donc, je suis quantifié. Et on verra tantôt, c'est une vision qu'il faut vraiment essayer de changer chez les étudiants aussi, notamment en développant chez eux un rapport sain à l'erreur. C'est un antidote très important, mais je vous dirais que la plupart d'entre nous, on n'a absolument pas le temps de travailler avec nos étudiants et nos élèves là-dessus. Mais moi, je pense que c'est vraiment en évaluation, un des prochains chantiers de recherche, c'est non pas travailler sur l'évaluation elle-même, mais travailler sur les effets de l'évaluation, ces effets bénéfiques, ces effets pervers, et comment transformer les cultures évaluatives de nos élèves. Parce que ce sont eux, je dirais, on se renvoie un petit peu la balle, nous sommes pris avec des exigences quantophréniques, mais nos élèves ont été éduqués, élevés, scolarisés dans un système qui les oblige à performer et à se définir par des résultats chiffrés. Je pense notamment à la réintroduction de la moyenne dans les bulletins en 2011. C'est extrêmement dommageable. Donc voilà, alors le problème existe de part et d'autre. Alors l'enjeu pour moi, ce serait vraiment, et c'est un peu ce que j'ai présenté dans le travail de recherche qu'on a fait, Martin, avec Suzanne Etu notamment qui est là. Alors vous me direz, bon, c'était au primaire, c'est facile au primaire, le poids de la quantophrenie n'est pas encore trop lourd, on est juste au début, on est très très proche de la pédagogie, on est très proche de l'humain, on connaît bien nos élèves. Mais je pense vraiment que l'enjeu, c'est de viser une émancipation par rapport à cette vision quantophrénique, de s'émanciper et d'aider nos élèves à s'en émanciper, d'aider aussi nos étudiants à s'en émanciper. Et particulièrement, je dirais, autant les étudiants qui réussissent très bien que ceux qui ont des difficultés et qui vivent l'échec à répétition. Donc, je rappelle un petit mot de Anne Jorot, qui est aussi une auteure très importante en France. Les Français ne sont pas du tout pragmatiques pour l'évaluation. Hein. Si vous voyez Charles Hadji, etc., Anne Jorot, c'est des superbes personnes parce qu'ils ont réintroduit dans l'évaluation ce qui nous manque un petit peu, à nous en Amérique du Nord. C'est une vision un petit peu humaniste de l'évaluation, un peu philosophique. Mais Anne Jorot, elle nous rappelle, elle dit, en aucun cas, alors on devrait mettre ça entre guillemets, évaluer ne consiste à poser une étiquette ou à rendre un verdict, car la promesse de l'évaluation, j'aime beaucoup cette idée, réside justement dans la possibilité d'une réorientation de l'activité, de sa régulation. Et ça dit beaucoup ces mots-là parce qu'en fait, j'ai mis deux mains qui se libèrent. On l'a expérimenté dans la recherche qu'on a faite avec Suzanne et certaines enseignantes de primaire. C'est que à partir du moment où on rentrait dans cette émancipation et on prenait le risque de faire autre chose, les effets étaient extraordinaires au niveau des élèves. Et c'est exactement ce que Dylan William avait prévu et ce que Hattie aussi a montré avec ses données probantes au niveau de la réussite des élèves. Donc, se libérer d'une certaine quantophrénie, connaître sa propre culture évaluative. Alors, je ne donnerai pas de détails là-dedans, mais il y a des questions essentielles à se poser
sur ses croyances, ses valeurs, les choses qu'on évite, les choses qu'on valorise trop. Nourrir le rapport sain à l'erreur me semble être le premier pas vers cette émancipation pour les élèves. Je vous amène un autre petit schéma parce que je pense qu'il va peut-être permettre de faire le lien entre d'autres concepts que j'ai amenés. Donc, vous vous souvenez qu'on a parlé de la logique du contrôle à gauche, la logique du reste à droite. Et Michel Vial nous propose de voir ces logiques non pas sur un continuum linéaire, mais comme circulant autour d'un cylindre. Et donc, je vous rappelle que tout ce qui est logique du contrôle, c'est la mesure, c'est le mécanique. Tout ce qui est la logique du reste s'intéresse au vivant et est fondé aussi sur notre capacité de jugement professionnel. Ma capacité de jugement, c'est ça qui va donner de la valeur à ce que j'observe. Je peux l'instrumenter, ce jugement-là, mais le jugement, il s'exprime rarement par un chiffre. Le jugement, souvent, la manière spontanée dont il s'exprime, c'est de donner des qualités. Donc, il y a tout un travail à faire de repasser par le travail des qualités, de qualifier les choses avant de donner un résultat chiffré. Là, il y a des instruments critériés qui existent et qui permettent de le faire, justement. Donc, il ne faut pas croire que je suis dans une complaisance quand je suis dans l'évaluation du reste. Je suis fine, je ne veux pas être mauvaise, puis je suis la méchante évaluatrice dans le monde du contrôle, et puis je veux respecter seulement des valeurs de méritocratie. C'est beaucoup plus souple que ça. Je vais vous donner deux exemples. Une personne qui serait dans une logique de mesure, une logique mécanique, et qui se créerait une belle grille descriptive dans laquelle elle doit quand même poser un jugement, parce qu'elle ne peut pas faire 100 000 échelons pour caractériser toutes les performances, tous les niveaux de performance de l'étudiant. Alors, ces personnes-là qui cherchent à développer des grilles descriptives dans lesquelles il y a tellement de détails, elles sont tellement analytiques qu'on en est au chiffre près, mais quand on arrive à l'extrême du contrôle, on tombe dans le chaos. D'accord? Donc, il ne faut jamais oublier ça. Le contrôle, s'il est excessif, n'est pas loin du chaos. Et à l'inverse, une personne qui serait toujours dans une vision cool, soft, de l'évaluation, tu fais ce que tu veux, ça va bien aller, ça, à la limite, c'est une personne qui est totalement non transparente, qui garde en elle le pouvoir de l'évaluation, qui laisse l'étudiant ou l'élève faire ce qu'il veut sans jamais lui donner des points de repère. Et là, on est dans le contrôle, qui ne se dit pas. Donc, vous comprenez qu'à l'inverse, le contrôle et le reste, s'ils sont extrêmes, peuvent se rencontrer. Donc, je voulais simplement vous montrer ça pour vous dire que il faut le voir vraiment non pas comme des opposés, je suis complaisant ou je suis méritocrate, mais non, c'est vraiment beaucoup plus un enjeu de pouvoir jouer sur ce cylindre et de savoir quand je fais quoi et pourquoi. Et c'est ce que Vial va appeler l'intelligibilité des pratiques, qui, à mon avis, est un élément essentiel en évaluation. Donc, ce serait finalement une question de risque à prendre pour favoriser, il manque un petit F, la réussite dans une perspective d'équité. Et j'insiste bien sur l'idée de l'équité parce qu'elle est très différente de l'idée d'égalité dans laquelle on est encore beaucoup, parce que la vision quantophénique, elle est fondée sur une idée d'égalité aussi. Il faut que le chiffre puisse rendre compte de l'égalité entre tous les élèves. On est dans une perspective d'équité actuellement et tellement importante qu'on est en train même de faire sauter l'équité comme principe. On est au-delà. Donc, les éléments de risque, c'est peut-être d'instrumenter son jugement professionnel, de se faire confiance, de se dire que c'est nous qui pouvons juger du processus, des produits, des performances, de ce que les élèves font. On ne juge jamais l'élève, on juge ce qu'il fait. Je n'aime pas beaucoup quand on utilise « j'évalue mes élèves », je n'évalue pas mes élèves, j'évalue ce qu'ils font. Donc, c'est aussi un principe important. Donc, utiliser des outils descriptifs, critériés, qui vous permettent de justifier à l'élève ou à l'étudiant, de dire voilà pourquoi j'ai pris cette décision-là, pourquoi j'ai exercé mon jugement dans ce sens-là. Il y a aussi l'idée de valoriser des preuves individualisées. Je m'excuse pour les coquilles. Qu'est-ce que c'est les preuves individualisées? C'est que, en fait, de plus en plus, on s'en va vers l'idée de permettre à l'élève de choisir lui-même les preuves d'apprentissage qu'il va nous présenter. Les preuves, finalement, ce n'est qu'une enveloppe. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans la preuve. Alors que la preuve soit écrite
qu'elle soit orale, qu'elle soit dessinée, qu'elle soit graphique, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce qu'elle prouve. Donc, c'est l'apprentissage qui est prouvé. Et ça, on l'a expérimenté dans l'équipe de Suzanne aussi. Ça donne lieu à des histoires extraordinaires. J'ai vu aussi des exemples dans les portfolios de nos étudiants. C'est fabuleux quand la créativité de l'élève est stimulée, ce que ça donne, mais aussi quand on lui donne le pouvoir de décider quelle preuve il va nous présenter. Et c'est évidemment à partir du moment où il a compris les critères et où on s'est entendu sur les critères. Et donc, la diversification des types de preuves, c'est aussi une manière de favoriser l'équité en évaluation. Alors, créer une culture évaluative riche, ben oui, c'est partager nos pratiques évaluatives, c'est se dire pourquoi est-ce qu'on ne verrait pas comment on planifie l'évaluation dans la vie d'un étudiant. Pourquoi ne le faisons-nous pas ensemble? Pourquoi ne choisirions-nous pas d'évaluer moins, mais d'évaluer mieux? Moi, je suis persuadée que c'est un des adages aussi sur lesquels il faut réfléchir. Et puis, l'idée, de partager nos pratiques, de ne pas hésiter à parler de la façon dont nous évaluons nos étudiants, nos élèves. C'est quelque chose qui est encore extrêmement secret. Et donc, de collaborer dans cette perspective-là ensemble, dans une perspective de démocratisation, de partage avec les élèves et de partage ensemble. Alors, je vais finir par quelques pistes pour le futur. Donc, actuellement, je vous disais que l'évaluation formative, c'est bien, on doit y tendre, mais je dirais qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire à ce niveau-là. On est déjà en train de parler maintenant de ce qu'on appelle l'évaluation située, donc de faire en sorte que les paramètres de l'évaluation évolue en fonction du contexte où on se trouve, et donc de faire sortir l'élève et l'étudiant du contexte scolaire, du cadre scolaire. On parle aussi de multiréférentialisation, c'est-à-dire de permettre à plusieurs personnes, y compris l'élève ou l'étudiant, de créer des référentes, c'est-à-dire des comparatifs, des éléments qui pourraient servir de base pour évaluer, pour s'évaluer. Donc, c'est ce qu'on appelle les référents en évaluation. C'est à quoi je vais confronter ta production pour pouvoir poser un jugement, parce que j'ai besoin de balises. Il y a même, bon, on ne l'a pas développé au Québec, mais ça s'est développé dans d'autres pays, l'école sans évaluation. On est actuellement dans une grosse crise au niveau de l'éclatement de l'espace-temps, y compris à l'université. Hein. La pandémie a vraiment obligé à... On a fait des prouesses pour rester dans cette uniformisation de l'espace et du temps, malgré le fait qu'on était tous délocalisés et qu'on ne pouvait plus être ensemble au même moment dans les mêmes lieux. Ça a une influence énorme au niveau de la manière de penser l'évaluation, et on devrait même... Il y aura certainement des effets de cet éclatement à moyen et long terme. Et je voudrais conclure par une notion aussi au niveau de la validité. Moi, j'insiste beaucoup quand je forme je donne le cours au 3e cycle pour les futurs ou pour les personnes qui enseignent à l'université, mais on doit penser aussi la validité en termes de validation ou validité de conséquences. De plus en plus, si on regarde comment évoluent nos étudiants et nos élèves, on doit se questionner sur la valeur de ce qu'on leur dit en termes des effets de l'évaluation sur leur futur. Et donc, c'est important de penser quelles sont les conséquences de mon jugement, de ma décision, de ma certification, y compris les conséquences d'échec. Donc, il ne faut pas éviter l'échec, mais je crois qu'on a de plus en plus intérêt à regarder cette conséquence comme étant aussi un critère de validité de notre jugement. Et donc, toujours dans une perspective d'équité et d'inclusion. Voilà, donc ça serait quelques éléments pour le futur. J'espère que je n'ai pas trop dépassé mon temps, mais ce serait à vous la parole. Merci beaucoup, Isabelle. On avait plus de 60 personnes pour ce midi rencontre, de divers profils, hein, avec différents chapeaux. Et comptez sur nous, et je suis content que Luc ait été là aussi comme secrétaire de faculté, parce que assurément, si on souhaite mettre en valeur les étudiants qui co-construisent avec nous des critères d'évaluation, mais on ne peut pas avoir des règlements qui nous obligent à annoncer 6 mois d'avance
l'évaluation finale d'un cours avec tel type de grille et tel type d'outils. Donc, on va, Vincent, là, tu le mentionnais aussi en commentaire, s'il y a des règlements à changer à la faculté, voire à l'institution en ce sens-là, on se donne 8 ans pour faire les, on se donne 8 ans pour faire les changements. Mais merci beaucoup, Isabelle. Merci tout le monde. Bonne fin de semaine, bon début de printemps. Puis, prenons des risques, beaucoup. Soyons créatifs en évaluation. OK, oui, n'hésitez pas. Salut tout le monde. Au revoir.